Donc, sur la zone du sud de la France, nous avons une particularité, c'est que nous avons le lauréat historique des séries de données litho 3D bathymétriques avec le Languedoc-Roussillon. On a PACA qui a sa zone aussi, donc on a un continuum de la frontière italienne à la frontière espagnole et vice-versa. Mais on a aussi un plan Rhône, donc le long d'un fleuve majeur pour notre territoire national. Nous avons des données qui sont acquises sur les bords du fleuve, le tout aboutissant au centre à une zone patrimoine mondial, comme nous le disions tout à l'heure, la zone de Camargue. Ce que va nous présenter notre collègue de l'IGN maintenant, eh bien on peut dire que nous n'avons jusque-là pas pris la peine de nous mettre autour d'une table, de prendre les données de l'Est, les données de l'Ouest et les données du plan Rhône pour enfin sortir une modélisation des risques inondations sur la zone de Camargue. Et j'espère qu'on va peut-être lancer cette piste. Oui. Donc bonjour à tous. Je ne me représente pas. Hein. Je vais vous faire une présentation. En fait, c'est Véronique Pereira de IGN Conseil qui devait faire cette présentation. Donc, elle m'a demandé de la remplacer puisqu'elle avait un problème d'agenda. Donc, je vais vous présenter les travaux qui ont été menés par IGN Conseil avec un ensemble de partenaires et c'est assez instructif. Donc, sur ce projet Plan Rhône, en 3 parties. D'abord les enjeux, et donc il y a eu un certain nombre d'interventions pour dire que la constitution de ces référentiels coûte extrêmement cher. On va voir que c'est intéressant aussi de voir quelque part le retour sur investissement, comment ça s'intègre dans un projet global des politiques publiques. C'est un projet à l'époque innovant, à mon sens il le reste encore, et c'est un projet qui a qui a fait l'objet d'une démarche à l'époque assez particulière puisqu'elle était basée sur les partenariats, ce que l'IGN d'ailleurs met en place pour d'autres productions aujourd'hui. Alors au niveau des enjeux, en gros, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un développement du bassin rhônien avec des développements importants, des aménagements un peu partout. Il n'y avait pas de crue majeure et donc on a un peu construit, bétonné un peu partout. Dans les années 90, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à observer de fortes perturbations du milieu naturel avec des retours de crues dans les années 93-94, ce qui va déclencher une réflexion pour un programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône en 98. Et puis, à partir des années 2000, c'est la catastrophe. Enfin, on a des crues majeures, celle de 2002-2003. Et donc, il y a un besoin fort d'une stratégie globale de développement durable. Alors, pour prévenir les inondations, tout ça en le faisant de manière compatible avec le développement des activités humaines, et puis en respectant le cadre de vie des gens. Et puis, il fallait assurer le développement économique à long terme, puisque la vallée du Rhône est quand même un pool énorme au niveau du développement économique. Donc, s'en est suivi l'élaboration et la mise en œuvre confiée par un préfet coordinateur de bassin, par arrêté du Premier ministre. Donc il y avait quand même une prise de conscience politique au plus haut niveau. Donc ça s'est fait au 21 janvier 2004. Et le plan a été approuvé en mars 2006. Un comité de pilotage associant l'État et les collectivités locales a été mis en place. C'est là un des aspects importants de ce plan Rhône. Alors ce plan Rhône couvrait 6 volets thématiques. Et donc la partie, il y avait un volet thématique sur la partie inondation, et au sein de ce volet inondation, il a été décidé la constitution d'une base labellée Terrhône, d'une base topographique MNT. Alors, on va juste, je passerai assez vite après, mais quand même au niveau des enjeux. Donc la couverture à l'époque c'était quand même assez conséquent, 2450 km². Ça couvrait 310
310 communes, 556 000 habitants, plusieurs milliers, dizaines de milliers d'entreprises, 100 000 hectares de terres agricoles, des réseaux de transport, la production électrique, en gros dans la vallée du Rhône, c'est un quart de la production nationale et je crois que 20% de la production électrique se fait à partir de l'énergie hydraulique. Voilà. Nos collègues de la CCR l'évoquaient juste avant. Hein, la crue centenale, ça concerne 62 000 personnes. C'est potentiellement, d'après les études qui avaient été menées, 2 milliards de patrimoine, enfin de dégâts financiers. La crue millénale, c'est 158 000 personnes et c'est 5 milliards d'enjeux financiers. Voilà. Évidemment, on compte pas ici, il y a les enjeux évidemment humains extrêmement importants. Alors pourquoi c'était un projet innovant à l'époque? Il réunissait énormément de partenaires. Donc c'est l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui a été mandatée pour piloter l'établissement d'un référentiel géographique. C'est une première chose, avec pour objectif la réalisation de modèles hydrauliques fiables, dont un modèle unique sur le Rhône. Avoir une approche, on va dire, partagée, systémique, entre du lac Léman, enfin à la frontière, jusqu'à la zone littorale. Donc ça a été l'élaboration des cartes d'aléas et des plans de prévention risque inondation. Parmi les objectifs des projets de restauration des milieux, la conception des aménagements nécessaires et les outils de concertation. On verra plus tard que ces outils de concertation ont été utilisés notamment par les services déconcentrés de l'État qui ont financé des formes assez innovantes pour pouvoir concerter avec les citoyens sur ces aspects-là qui sont bien souvent assez délicats. Alors voilà, le budget global, c'est 4,95 millions d'euros, inclus dans le volet inondation 600 millions d'euros. Donc la répartition, alors une répartition, un apport hygiène de, vous le voyez, alors je fais bien les couleurs là. Voilà, 1 million, on n'est pas en milliard, dans l'hygiène on n'est pas en milliard. La compagnie nationale du Rhône, 1,5 million d'euros. C'était un projet alors qui était soutenu par l'Europe, l'Union européenne, donc 0,88 millions de fonds FEDER, et puis des apports conséquents des collectivités, respectivement alors 280 000 pour l'agence eau, 0,3 millions d'euros pour la région Rhône-Alpes et 312 000 euros pour la région PACA. Alors, je disais tout à l'heure, un certain nombre de partenaires ont apporté aussi et leur expertise et leurs données. Hein. Donc le CIMADREM qu'on a essayé de convier, mais bon, c'était un petit peu court, mais qui a été donc qui a fait partie de ce projet-là. Je ne connais pas tous les partenaires, Vidourle, par exemple, VNF, et puis un autre. Donc là, c'est le syndicat mixte Camargue-Gardoise. Ouais. Voilà. Et évidemment, le soutien technique a été important de la part des services de l'État, avec l'Adréal Rhône-Alpes notamment. Et il y a des DDT aussi qui sont intervenus. Voilà. Alors là, vous avez une petite carte de l'emprise du projet. Le projet a été mené alors d'une manière assez intéressante, puisqu'il y a eu d'abord une zone test de 600 km², c'est ce que vous voyez en orange. Hein. Et à partir de là, ça a permis de valider avec les partenaires les spécifications de la BDT des Rhônes et vers quoi il fallait se tourner. Donc ça a permis la création d'un modèle conceptuel de données, ça je passe assez vite sur les spécifications. Il y a eu des interventions très techniques sur ces sujets. Ça a été la mise en œuvre d'un plan d'assurance qualité, de contrôle terrain
Et alors, ce qui était innovant, aujourd'hui ça paraît presque commun, mais c'était une des premières fois où on utilisait le lidar. Donc ça a permis effectivement de valider, et c'est ce qui a été à l'origine ce qui a permis ensuite le développement, en tout cas sur la partie terre, d'un programme litho 3D, et puis d'un programme, on va dire plus à l'intérieur des terres, du référentiel à grande échelle altimétrique, enfin la composante altimétrique du référentiel à grande échelle. Donc l'ABD-Terone, c'est une base de données topographique. Donc c'est pas simplement un MNT, c'est des points cotés, ce sont des courbes de niveau, ce sont des éléments de rupture de pente qu'il a fallu saisir, ce sont des éléments hydrauliques, berges, dits, profils bathymétriques, ce sont l'insertion d'ouvrages, tels que les digues de premier rang. Voilà. Et ce sont des éléments d'habillage qui sont principalement issus de la BD Topo. Donc, je le rappelle, l'ensemble de ces données-là a été apporté par tout un tas d'acteurs. Évidemment, ce n'était pas l'hygiène qui était en maîtrise d'ouvrage délégué qui avait toutes ces données-là. Il a fallu que chacun apporte son expertise et ses données. Alors, on est sur des précisions de l'ordre de 20 cm. C'est les éléments que vous avez en jaune, et 10 cm pour notamment les digues de premier rang. Et puis la BD Topo, comme un certain nombre d'entre vous doivent le savoir, et c'est une précision de l'ordre du mètre. Alors les techniques, le lidar, je passe très vite, la photogrammétrie aérienne, les levées de terrain, la bathymétrie, apportées par notamment la compagnie National Neurone, les données existantes autres partenariales, la BD Topo. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez à gauche la BD-Terone avec les données vecteurs de la BD-Terone. En haut à droite, une représentation du MNT. Et en bas à droite, eh bien une visualisation en 3D avec un certain nombre d'éléments tels que les bâtiments, mais où on a surtout cette base de données. Alors pourquoi il a été innovant? Bon, déjà à l'époque c'était 2006, c'était une des premières fois que ça se faisait. Ça a été donc la mise en œuvre, je l'ai dit, des techniques LIDAR à l'époque, et la préfiguration des spécifications litho 3D. D'où le lien, et plus le lien, on va dire, spatial avec l'embouchure du Rhône. Ça a été un travail en partenariat et un projet collaboratif. Alors, ça a été enfin en tout cas on considère que c'est un partenariat qui est réussi. Parce que ça a été utilisé. Notamment, ça a permis, le CIMADREM, par exemple, a pu, et la compagnie, la CNR, ont pu établir des modèles hydrauliques. Alors, c'est pas notre métier, donc ils sont servis là. Je vous présente en fait des choses qui ont été faites par ces partenaires. Donc, avec une carte, par exemple, des hauteurs d'eau que vous avez à droite. Bon, ça, il y a déjà des éléments qui ont été présentés précédemment. Alors, je crois que là, ensuite, on a une simulation faite par le CIMADREM sur la crue de 2003. Alors, pour eux, ce qui était intéressant, donc c'était donc voilà, une simulation avec une évolution de la crue. Donc, ce qui était intéressant aussi, ce qui a été noté, c'est qu'en fait, ils avaient là une approche, enfin sur un référentiel, ils avaient une approche plus globale. En discutant donc avec Hygiène Conseil, dans les travaux qu'ils ont menés, ce qu'ils ont expliqué, on peut retrouver ces problématiques-là sur les zones littorales, c'est-à-dire qu'en étudiant un problème et en mettant en place des solutions sur une zone, on peut créer ou déporter les problèmes sur une autre zone. Donc l'intérêt là, pour eux, c'était d'avoir, non pas de travailler sur, entre guillemets, des timbres-postes, mais bien de travailler sur un ensemble cohérent entre l'amont et l'aval. Donc voici un autre type d'usage. Ça a été mis en place par les DREAL et les DDT, avec l'établissement des PPRI numériques. La DREAL, Languedoc-Roussillon, on a parlé
ce matin. Et il y avait donc les services de l'État ont financé une approche assez innovante de concertation avec les citoyens, avec une modélisation 3D. Donc ça, c'était la thèse de Florence Jacquineau, qui a permis, voilà, de visualiser ce qu'une crue en 3D. Donc ça permet de mieux faire comprendre les résultats de cette étude montrent que ça permet de mieux faire comprendre et surtout d'acculturer les gens au risque. Voilà un autre cas d'exemple. Donc là, c'est une étude de la DREAL Rhône-Alpes qui avait pour objectif de déterminer si les actions, de cibler les actions de protection des bâtiments. Donc on a une carte de hauteur d'eau avec ici une comparaison du Z-sol au niveau des bâtiments avec les codes d'inondation connus. Là, c'est une autre utilisation. Alors, on se rapproche. Là, c'est une utilisation que, évidemment, l'hygiène ne pouvait pas deviner. Donc, on peut imaginer qu'on adapte ensuite les spécifications des données en fonction des usages. Là, c'est l'étude des palais ou chenaux. Donc les experts expliquent que pour comprendre le fonctionnement des crues, eh bien, il faut pouvoir repérer les anciens chenaux, et ça marche très bien avec des données LIDAR. Donc ce travail-là a donné lieu à l'édition d'un atlas et d'un livret sur le paléo-environnement. Voilà, j'en ai terminé sur cette intervention. Simplement les enseignements qu'on peut tirer retenir de ce projet, qui est donc s'est tenu environ de 2006 jusqu'à 2011. Eh bien, c'est d'abord que c'est un projet qui a été piloté par les usages. Hygiène Conseil a beaucoup travaillé donc avec les partenaires, on l'évoquait tout à l'heure, pour comprendre quels étaient les besoins, les spécificités des métiers, et donc à partir de là, adapter les spécifications de la BDT Rhône. Ça, c'est une première chose. Ça a été en second lieu un travail partenarial. Donc j'ai entendu dans les interventions précédentes que voilà, on faisait des acquisitions, on travaillait sur des projets. C'est intéressant, voilà, d'arriver à mutualiser et les connaissances, les données, les moyens, que ce soit les moyens techniques que les moyens en ressources humaines. Et puis c'est un exemple aussi d'un retour sur investissement qui ne paraît pas forcément évident au départ, un retour sur investissement d'une base de données, un modèle avec le modèle numérique de terrain et les données vecteurs, qui a permis d'apporter un soutien, un support à plusieurs politiques publiques. Je vous rappelle les 6 volets du plan Rhône, donc il y avait d'autres volets qui n'étaient pas spécifiquement liés à la partie inondation, mais qui ont pu aussi bénéficier de cette base de données Rhône. Voilà, je vous remercie.